C'était en 2002. Nathan vient de naître. Une fille et un garçon, le choix du roi. Nathan est un beau bébé. Nathan. Paisible et calme. Anormalement calme. Mais pour l'instant, Marine, sa maman, est heureuse. Comme toutes les mamans, effectivement, j'ai commencé à constituer un petit livre parce que cet enfant a été désiré, que j'ai au début bien rempli avec le faire-part de naissance, les quelques petites mèches de cheveux. Et puis c'est vrai que rapidement, quand il s'est agi de décrire à quel âge il avait marché, il avait parlé ou il avait dessiné, les cases restaient désespérément vides, quoi. 6 mois, on voyait bien qu'il y avait des choses qui allaient pas, il bougeait pas. 9 mois, c'est là où j'ai commencé vers 9 mois à me poser des questions. Joyeux anniversaire, ma femme. À 1 an, Nathan tient à peine assis. Il ne sourit pas. Il ne marche pas, même à 4 pattes. Il est hypotonique, enfermé dans sa bulle, Nathan. avec d'importants retards de langage. Oui, c'est bien mon cœur. Désormais, Marine Martin filme la progression du handicap de son fils. Tu veux pas? Enlève ton manteau. Des vidéos destinées aux médecins qui le soignent. Quand est-ce que vous avez fait le lien avec la dépakine? Beaucoup plus tardivement, il avait 7 ans quand j'ai compris le lien. J'ai repensé à un article que j'avais vu sur les fils d'agriculteurs qui avaient des malformations dues à des pesticides au niveau notamment génital. Et c'est là que tout de suite je me suis dit, mais moi j'ai pas été exposée aux pesticides, par contre je consomme un médicament depuis que je suis petite. Comme dans un mauvais polar, le coupable était sous ses yeux, sur cette photo prise à la maternité. Son nouveau-né est blotti contre elle, et dans les mains de sa fille, un tube de dépakine, le médicament que prend Marine pour traiter son épilepsie. La dépakine, responsable du handicap de ses 2 enfants et de milliers d'autres. Je m'appelle Émeric, je suis en 3e normalement, mais je viens de terminer, donc je vais bientôt passer à la seconde. Je suis dysphasique et j'ai un peu du mal à parler et tout. Par exemple, le français, moi j'écris pas beaucoup parce que moi après j'ai ma maman qui est fatiguée de 3 lignes. Et ça fait mal parce qu'on se dit que c'est pas de notre faute, mais que c'est à nous de réparer la chose. Retards mentaux, malformations physiques, autisme, les effets de la dépakine frappent 40% des enfants exposés in utero et plongent leurs parents dans la culpabilité. On ne nous a pas parlé de malformations qui avaient des troubles autistiques. Bon, à l'époque, ça ne se savait pas trop. Ça commençait à en parler, mais sans plus, quoi. C'était pas écrit dans la notice quand Clément est né en 2002. Des témoignages comme ceux-là, Marine Martin en a recueilli des centaines. Le scandale de la dépakine, c'est son combat, celui d'une mère de famille devenue lanceuse d'alerte, en révélant à la France que l'un des pires toxiques pour le fœtus a été prescrit à des femmes enceintes pendant des décennies. Moi, c'est pas avec un grand plaisir que je me suis exposée médiatiquement, c'est parce que c'était nécessaire pour faire avancer la cause des victimes de la dépakine. Au début, c'est pourtant une belle histoire, une découverte française en 1967. Le valproate de sodium agit efficacement contre les angoissantes crises d'épilepsie, une révolution pour les neurologues. C'était un médicament qu'on appelle, nous, à large spectre, c'est-à-dire qui marchait dans toutes les formes d'épilepsie. Mais en 50 ans, le compte tourne au drame. Les effets secondaires sur le fœtus sont dévastateurs et personne n'en parle. Les notices sont muettes, les médecins aussi. C'est moi qui prenais tous les jours et qui empoisonnais mes enfants tous les jours. À petite dose, tous les jours, je leur ai pris des morceaux de leur vie sans le savoir. 1 millier d'enfants ont été touchés chaque année,
jusqu'aux révélations de Marine Martin. La Dépakine, c'est l'histoire d'une série noire, une longue série d'occasions manquées. Cette mauvaise information des médecins, elle a une conséquence immédiate. Ils continuent à prescrire de la Dépakine aux femmes enceintes. Des alertes inaudibles, des autorités de santé inertes et un laboratoire sur la sellette. Moi, ce que je veux, c'est la vérité et la réalité des faits. Sanofi que je représente aujourd'hui a toujours été dans une démarche proactive et n'a jamais rien caché. J'ai signé un document dans lequel je m'engage à ne jamais poursuivre Sanofi. Si je ne l'avais pas signé, j'aurais dû payer les frais. L'affaire de la Dépakine, une faillite sanitaire qui se termine en combat judiciaire. Je n'ai aucun lien d'intérêt, je viens de vous le dire. Aucun lien d'intérêt avec Sanofi. Aucun. Il faut que ça s'arrête tout. Le laboratoire, les médecins, tout. Même les médicaments Dépakine, tout. Il faut que tout ça s'arrête. Autopsie d'un cauchemar médical qui dure depuis 50 ans. Pour comprendre le scandale de la Dépakine, il faut réaliser à quel point ce médicament a d'abord représenté un soulagement pour des centaines de milliers de malades. La Dépakine est entrée dans la vie de Marine lorsqu'elle avait 6 ans et a aussitôt amélioré sa qualité de vie en supprimant ses crises d'épilepsie. Marine souffre de ce qu'on appelle le grand mal, des convulsions violentes, imprévisibles, avilissantes. On se retrouve, on est souillé, on a bavé, c'est l'intérieur des lèvres complètement mâché, haché. C'est très douloureux physiquement. Je l'appelle la petite mort parce que j'ai l'impression de mourir. Enfin, à chaque fois, je sais qu'elle va arriver. Je vis la dernière crise que j'ai faite, je l'ai dit, elle va arriver, je le sens. Et j'ai juste eu le temps de me mettre en sécurité, comme je dis, avant de partir. J'étais sur le canapé, j'ai regardé la photo et puis je sais qu'après, c'est le blackout. Il y avait ma fille et la pauvre, elle a tout vu. J'aime pas trop en parler parce que c'est surtout le mal que j'ai fait à mes enfants avec ce médicament, mais c'est vrai que j'aime pas parler de ma maladie. Elle m'a pourri la vie toute ma vie. Vivre sous la menace des crises et élever des enfants handicapés, c'est la double peine de Marine Martin. À 15 ans, son fils Nathan n'a aucune autonomie, incapable de se faire à manger ou même de prendre un bus seul. Salomé, 17 ans, est moins atteinte, elle n'a pas de retard mental. Marine a d'ailleurs longtemps cru qu'elle avait été épargnée par la Dépakine. Je suis dysgraphique, donc ça veut dire que je peux pas écrire ou dans le dessin, je peux pas faire un rond qui ressemble à un rond. Il y a aussi les troubles des interactions sociales. J'ai du mal à appréhender les autres, à porter de l'attention. Et voilà, du coup, ça a pu me pénaliser pour me faire des amis. Pendant longtemps, j'ai été très seule. Aujourd'hui, les 2 enfants sont diagnostiqués du syndrome de la Dépakine. Reste une question, toujours la même, qui hante leurs parents. Pourquoi on ne nous l'a pas dit ? Pourquoi moi, en tant que futur papa, alors que j'étais le plus présent possible auprès de ma femme, quand on a eu notre désir d'avoir des enfants, pourquoi on ne m'a pas dit « vous prenez tel risque » ? On ne m'a jamais dit. À moi non plus. C'est le scandale à l'intérieur du scandale. Non seulement les effets secondaires sont dévastateurs, mais les grossesses sous Dépakine ont continué alors qu'on en connaissait les dangers. Le cas de la famille Latreille illustre tous les errements de l'affaire. Emmanuelle Latreille fait partie de ces femmes qui ne peuvent pas se passer de Dépakine. Elle en prend depuis qu'elle a 20 ans. Le médicament l'endort et l'abrutit, mais si elle oublie un comprimé, c'est la crise d'épilepsie assurée, avec parfois même un passage par les urgences. Donc vous prenez toujours de la Dépakine ?
Oui, j'y suis obligée pour éviter les crises généralisées. Donc j'en prends un le matin et 1,5 le soir. C'est la Dépakine 500 mg chrono. Et bon, ce qui est apparu tout récemment, à la demande de notre présidente d'association et de nos cabinets d'avocats, c'est Dépakine égale grossesse à risque. Mais en fin de compte, on devrait plutôt dire risque très très important. Si j'avais su qu'en 2008, il fallait surtout pas avoir d'enfants, j'aurais effectivement annulé tous mes projets de grossesse. On va voir les trains. Est-ce qu'on va voir les trains? Ces jumeaux ont aujourd'hui 8 ans. Azénor, la petite fille, souffre d'un déficit de tonus musculaire, ce qui implique une fatigue permanente et nécessite des exercices quotidiens avec un spécialiste. Tu les vois ou pas, Erwan? Erwan est un autiste sévère. Le train! Les trains sont l'une de ses obsessions. Erwan réclame une vigilance de chaque instant. Allez, en route. Qui c'est qui aime voir le RERB? Et un adulte toujours à ses côtés. On l'accompagne en permanence. On l'accompagne partout, pour tout. Là, vous le tenez parce que... Oui, je le tiens parce qu'il va sauter sur sa sœur. Donc, il faut que sa sœur soit prête. Azénor, tu veux faire un câlin à ton frère, s'il te plaît? Doucement, doucement. Voilà. Voilà. Non, non, Erwan, non. Viens là. Viens avec moi. Donne-moi ta main. Merci. Tu sais, j'aime pas quand tu cours comme ça, que tu pars. Quand les Latreille se sont mis à soupçonner la Dépakine il y a 2 ans, ils ont découvert chez leurs enfants des traits physiques caractéristiques du syndrome qui leur avaient échappé jusque-là. On les voit bien, par exemple, ici, où vous allez avoir le nez qui est large, avec les yeux qui reviennent vers l'intérieur, et vous avez la lèvre fine ici. C'est-à-dire que les traits, le premier trait qui est cette partie-là, cette partie du visage, n'est pas le nôtre. C'est celui qui est commun à l'ensemble de ces enfants touchés par l'embryofétopathie au valproate. Les stigmates de la Dépakine. Ce syndrome du valproate était pourtant bien connu quand Emmanuelle envisage sa grossesse en 2006. Mais sur la notice, rien n'est évoqué, ni les malformations physiques, ni le retard mental, ni l'autisme. En 2006, c'est dans le chapitre grossesse, l'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin. Lui seul pourrait adapter le traitement à votre état. Or, l'état d'Emmanuelle est bien particulier. Erwan et Azénor sont nés d'une fécondation in vitro, après un parcours ultra médicalisé. Pendant 2 ans, Emmanuelle a été scrutée, analysée, échographiée par les meilleurs spécialistes. Aujourd'hui, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc une quinzaine. Donc vous avez vu des médecins extrêmement spécialisés pour une grossesse difficile, compliquée, et personne ne nous a informés sur le risque à courir pour les enfants à naître. Franck et Emmanuelle Latreille ont porté plainte contre les 4 médecins les plus responsables à leurs yeux. La neurologue, la gynécologue, la généraliste et le spécialiste qui a réalisé les fécondations in vitro. Ce dernier est le seul qui ait accepté de nous répondre par téléphone. Il plaide l'ignorance. Quand j'ai reçu ce référé, j'ai questionné mes collègues. Eh bien, sachez que nombre de médecins débarquent. Mais comment ça se fait qu'on s'en aperçoive maintenant? Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Dans le cas de cette affaire-là, c'est cette lenteur, c'est terrible, c'est terrible. On se sent, et mince, ma main est passée par là. De tous les scandales sanitaires de ces 40 dernières années,
la dépakine est peut-être celui qui a mis le plus de temps à éclater. Le valproate est découvert en 1967 et 15 ans après, en 1982, une généticienne française réalise qu'il provoque de graves malformations sur les fœtus, le spina bifida, un défaut de fermeture de la colonne vertébrale. À l'époque, Elisabeth Robert est une jeune chercheuse. Elle présente ses résultats à une réunion de spécialistes du monde entier. Je leur ai dit, j'ai interrogé au cours des 2 dernières années 72 femmes qui avaient un enfant avec cette malformation. Et sur ces 72 femmes, il y en a 9 qui m'ont dit qu'elles prenaient le même médicament. Et là, ils se sont jetés sur une feuille de papier et ils ont commencé à faire des calculs. Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit que le dépakine multiplie par 30 le risque. Et c'est très très rare de trouver des facteurs extérieurs, que ce soit des facteurs environnementaux ou médicamenteux, qui multiplient un risque par 30. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Pour continuer à utiliser ce médicament chez les femmes enceintes, les médecins trouvent la parade. Dépister les spina bifida à l'échographie le plus tôt possible et proposer l'avortement. En 1986, la notice est modifiée. Prévenir votre médecin si vous êtes enceinte. Les médecins estiment alors maîtriser la situation. Je pensais qu'il n'y avait que des malformations structurales et des malformations structurales qui se voient à l'échographie. Alors évidemment, interrompre une grossesse, ça n'est jamais très satisfaisant pour l'esprit, mais c'était au moins une solution qu'on pouvait proposer aux parents. On pouvait au moins, on avait quelque chose à leur proposer. Alors que l'autisme, ça ne se voit pas à l'échographie. La dépakine est une bombe à retardement qui explose en silence. Au fil des années 90, les études se multiplient. Et en 2002, nouvelle inquiétude dans le milieu scientifique. Le valproate provoque également des retards mentaux et des troubles autistiques. À Vannes, le docteur Journel est le généticien qui a vu le plus d'enfants nés sous valproate, plus de 400 au cours de sa carrière. On les reconnaît quand on les connaît, quoi. Hein, c'est un diagnostic qui peut se faire en serrant la main, si j'ose dire. Vous les reconnaissez tout de suite? Ah ouais, c'est vraiment évident. On les reconnaît à des malformations physiques caractéristiques, comme des doigts supplémentaires ou des scolioses. Mais il est plus difficile de penser au syndrome de la dépakine devant une baisse de quotient intellectuel, un trouble du comportement ou même de l'autisme. Dans les congrès médicaux, le médecin expose ouvertement ses inquiétudes. Sur ce poster de l'époque qu'il a conservé, il lance même un « j'accuse ». Donc là, on commence à avoir des certitudes qu'il y a des troubles des apprentissages ou des retards souvent décrits comme légers, et puis quelques cas d'autisme. En mettant une affiche « j'accuse », on disait oui, il y a bien un lien de cause à effet, et qu'il faut maintenant arrêter toutes les prises de dépakine pour les grossesses. Le docteur Journel a beau avoir une longueur d'avance, il prêche dans le désert. Les neurologues, les premiers prescripteurs de dépakine, ne l'écoutent pas. C'était extrêmement difficile de passer un message. J'ai dû faire une vingtaine de topos là-dessus. J'ai convaincu des gens qui étaient convaincus, qui à leur tour en ont parlé à d'autres. Mais c'est insuffisant. Les neurologues, ils étaient bien contents d'avoir ce traitement. Ils étaient bien contents de l'utiliser, ils étaient bien contents que ça marche bien. Donc en fait, ils ne voyaient pas trop l'intérêt. Quand ils voyaient les enfants, on m'a souvent dit, les enfants en consultation, ils sont normaux, ils vont bien, hein, ils n'ont pas de soucis. Et c'est vrai que pour l'immense majorité, ça ne se voyait pas. 15 ans plus tard, les neurologues ne semblent toujours pas prêts à se remettre en cause. Comme tous les ans, ils se retrouvent aux Journées françaises d'épilepsie. Cette année, c'est à Toulouse. Derrière les sourires, on sent une certaine inquiétude. La dépakine n'est pas au programme du congrès, mais dans les allées, on s'inquiète de la mauvaise publicité autour du médicament. Il ne faut pas que le problème qu'a posé et que pose la dépakine et que, encore une fois, nous accompagnons depuis très longtemps, remette en cause le médicament qui est absolument indispensable dans des formes d'épilepsie grave et parfois même dans des épilepsies
qui, je vous le dis, même si elles ne sont pas graves, résistent à tous les traitements sauf la dépakine. La communauté des neurologues a tardé à prendre la mesure du problème. Aujourd'hui encore, ces médecins ont du mal à admettre que 40% des enfants exposés in utero puissent être atteints de troubles mentaux. Donc vous pensez que les chiffres sont exagérés selon vous? Dans quel but alors? C'est-à-dire que je pense qu'ils sont exagérés. Il n'y a pas d'études qui nous permettent d'être certains. Alors, pour les malformations, si. Le chiffre de 10% est clair, et le chiffre qui est plus important quand les doses augmentent est bien argumenté. Pour le chiffre du trouble du spectre autistique ou des troubles neurodéveloppementaux, c'est beaucoup plus incertain. C'est les chiffres qui sont donnés par l'Agence du médicament française, par l'Agence européenne du médicament. Oui. Et donc, ce sont des chiffres qu'on suit. Selon le président de la Ligue française contre l'épilepsie, plutôt que de critiquer sans réserve la dépakine, on ferait mieux de saluer ce médicament qui a permis à des femmes malades de devenir mères. On est en train de mettre un gros frein sur la possibilité pour ces femmes d'avoir des enfants. Ça c'est une discussion qu'on a entre nous. Hein. On se pose la question, est-ce qu'on n'aurait pas dû être plus restrictif dans notre discours face à ces femmes? Il y a une fois un neurologue qui nous dit en réunion, qui dit « Mais attendez, n'oubliez pas tous ces enfants qui ont pu naître et qui vivent et qui sont très très bien grâce au fait qu'on a dit, on s'est battu pour que les femmes épileptiques puissent avoir des enfants. » Je dirais que... Et ça, c'est extraordinaire. Difficile à faire admettre aux victimes de la dépakine. D'autant que depuis 6 mois, des victimes, on en découvre chaque jour un peu plus. L'association créée par Marine, l'APESAC, est en pleine expansion. Grâce aux subventions du ministère de la Santé, la lanceuse d'alerte a pris des locaux. Elle a même embauché 6 salariés. Madame, pourrais-je parler à monsieur, bien sûr? Ils sont submergés d'appels. 51. Ma mère a pris la dépakine. D'accord. Moi, étant enfant, j'ai toujours été en échec scolaire. D'accord. Problème de concentration. Très introvertie, du mal à aller vers les autres. Alors, tous les enfants dépakine sont répertoriés. Les plus âgés sont nés dans les années 70. Les plus jeunes ont quelques mois. Des statistiques avec les moyens du bord que Marine Martin est la seule à faire et qui donnent une idée de l'ampleur de la catastrophe. Alors aujourd'hui, on en est à 3191 victimes de la dépakine, dont 545 décès. Parce qu'on oublie trop souvent de le dire, mais la dépakine tue. Les malformations qu'elle engendre font que les bébés qui naissent, quelquefois, ne survivent pas aux malformations. Surtout quand c'est des malformations cardiaques. Bonjour. En quelques années, cette ancienne responsable logistique est devenue une lobbyiste efficace. Elle passe sa vie entre Paris et sa ville de Perpignan. Elle a même quitté son emploi pour se consacrer entièrement à sa cause. J'ai lancé le scandale de la dépakine et j'ai conscience que si je ne l'avais pas fait, personne ne l'aurait fait à ma place. Donc on appelle ça lanceur d'alerte. Malheureusement, j'ai l'impression que si je ne fais pas ce boulot-là, personne ne le fera à ma place. Et si aujourd'hui je baisse les bras parce que j'en ai marre et que je suis fatiguée, la dépakine, dans quelques mois, on n'en entendra plus parler. Les statistiques réunies par son association sont inédites. Mais en cherchant et en enquêtant, Marine a découvert que des milliers d'informations sur la dépakine existaient déjà, quelque part dans des archives oubliées. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle a choisi un avocat qui connaît son affaire. Il a fait ses armes contre Servier dans l'affaire du Mediator. Il est la bête noire de l'industrie pharmaceutique. Avec lui, la militante se sent suffisamment forte pour s'en prendre à Sanofi. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait marqué dépakine plus grossesse égale danger. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un logo de femme enceinte barré, tout comme il y a un danger quand on conduit avec ces produits-là. Pour maître Joseph Houdin, Sanofi en savait beaucoup sur la dépakine et sur ses effets secondaires. Et ça depuis longtemps. Ouais, on peut se poser là. Comme ça, on pourra... Il a mis la main sur des dizaines de rapports confidentiels. Des documents que chaque laboratoire doit obligatoirement déposer tous les ans à l'Agence du médicament.
des milliers de pages où sont répertoriés les effets secondaires de la dépakine, signalés par des médecins ou même par des patients du monde entier. Donc dans ces documents, année par année, si on prend celui-là, il est bien rédigé par le laboratoire. Il concerne bien le valproate, c'est-à-dire la dépakine, sur les 6 mois qui vont du 1er août jusqu'au 31 janvier 2002. Et là, donc il y a 3 tomes, tous les effets indésirables sont notés. Chaque post-it correspond au cas d'un enfant exposé in utero. Et en Angleterre, toujours entre l'année 2000 et 2001, on a exactement ici les problèmes. Retard de développement, syndrome de valproate de sodium, retard de développement psychomoteur. Cet enfant est retardé mentalement, il ne parle pas, avec des problèmes du comportement. Rien que pour les 6 premiers mois de l'année 2000, il relève 48 cas d'enfants touchés par la dépakine dans le monde. Ce qui est sûr, c'est que le laboratoire savait, et c'est le premier à savoir, et ces informations-là ne sont pas communiquées aux médecins, ne sont pas communiquées aux patients. C'est tout l'enjeu des procédures judiciaires. Démontrer que le laboratoire avait cette information et ne l'a pas communiquée aux patients. Le laboratoire français a-t-il cherché à cacher certaines informations? Aurait-il voulu protéger la réputation d'un médicament vendu dans le monde entier et qui représentait en 2015 422 millions d'euros de chiffre d'affaires? Everyone knows Sanofi. More than 100,000 collaborators in more than 100 countries. Sanofi, un mastodonte de la santé. Le premier labo français, le 4e mondial. 110 000 salariés et 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour répondre à nos questions, le groupe a désigné Pascal Michon, le directeur des affaires médicales, médecin de formation. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Selon lui, tout a été fait en temps et en heure pour alerter les autorités sanitaires, seules habilitées à communiquer aux patients. Et il n'y avait alors aucune certitude scientifique. Il n'y a pas que le traitement qui peut potentiellement aboutir à ce type de troubles neurodéveloppementaux, de retards neurodéveloppementaux, mais également des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, la maladie elle-même, des complications lors de la grossesse ou lors de l'accouchement. Donc, il était à l'époque, en tout cas dans la littérature scientifique, très clair qu'il y avait un débat. Et il y avait des scientifiques qui pensaient qu'il n'y avait pas de lien avec les médicaments et d'autres qui pensaient qu'il y avait potentiellement un lien. Pour preuve de sa bonne foi, Sanofi rappelle qu'en 2003, lorsque les doutes se sont renforcés, le laboratoire a lui-même saisi l'agence du médicament pour modifier la notice. Chez Sanofi, on appelle ça être proactif. Alors, en 2003, un certain nombre d'éléments nous ont fait prendre l'initiative de demander à l'agence du médicament de l'époque, qui s'appelait l'AFSAPS, d'intégrer une nouvelle mise en garde concernant les troubles neurodéveloppementaux chez les patientes épileptiques sous traitement antiépileptique. Et nous avons donc fourni un dossier. L'agence a évalué ce dossier et nous a répondu qu'elle considérait qu'il n'était pas nécessaire de mettre à jour cette information. Pour Sanofi, la lenteur des alertes aux patients n'est donc pas de son fait. Elle serait due à l'inaction de l'agence du médicament. Nous nous sommes procuré cette demande de 2003. Voilà ce que Sanofi propose de rajouter sur la notice du médicament. De très rares cas de retard psychomoteur ont été rapportés chez les enfants nés de mères épileptiques. Il n'est pas possible de différencier ce qui pourrait être lié à des facteurs génétiques, sociaux ou environnementaux, à l'épilepsie maternelle ou au traitement anti-épileptique. En clair, l'avertissement prend bien soin de ne pas citer la dépakine. Le parapluie est grand ouvert. Le docteur Elisabeth Éléphant était experte à l'agence du médicament en 2003. Voilà. Spécialiste des effets secondaires sur les fœtus, c'est elle qui a choisi de retoquer la demande de Sanofi. Cette demande, elle ne ressemble à rien. En rien, ils indiquent qu'ils ont l'intime conviction que c'est leur produit
acide valproïque ou valproate de sodium, qui est en cause dans l'apparition de ces anomalies. Ils sont en train d'ouvrir à toute la classe des antiépileptiques sans précisément ramener ça au problème de Dépakine pour dire, vraisemblablement, on sait qu'il y a des retards mentaux chez les enfants de mères épileptiques traitées, mais jusqu'à preuve du contraire à cette date, on est incapable de dire pourquoi. Et les causes sont multiples. Une alerte confuse et à minima, mais une alerte quand même. Coïncidence, au moment même où le laboratoire saisit l'agence, en Grande-Bretagne, le tout premier scandale menace et des victimes s'organisent. Je vais vous raconter mon histoire. Malheureusement, c'est une histoire vraie, mais heureusement, je suis là pour vous la raconter. Emma Friedman est épileptique et mère d'un garçon autiste, Andy. Elle réclame justice depuis 1999. Je voudrais poursuivre Sanofi pour qu'il paye. Le combat d'Emma contre le laboratoire français est édifiant. Tu as envie de boire quoi, Andy? Du thé? Andy a aujourd'hui 18 ans. Il nécessite une surveillance constante. Non, donne-moi les pots, que je les jette à la poubelle. Recrache. C'est pas comestible. C'est pas comestible du tout. Andy souffre du syndrome du valproate, qui prend chez lui une forme rare. Regardez la table. Andy la mâchonne. Il mange des objets non comestibles, c'est une compulsion alimentaire. Il peut manger des épingles à nourrice, n'importe quoi. Emma a lancé une class action avec une centaine d'autres familles. Mais en Angleterre, la justice coûte cher, très cher. C'est donc le système britannique de l'aide légale qui a financé les 4,5 millions d'euros de la procédure. Mais au bout de 6 ans, la justice a considéré que l'affaire devenait trop coûteuse et a interrompu le paiement des frais d'avocat. Emma et les autres familles n'ont jamais franchi les portes de la Cour de justice de Londres. Même si le dossier était solide, le combat entre la mère célibataire et la multinationale était perdu d'avance. Si vous poursuivez une entreprise qui a des revenus et des actifs plus importants que de nombreux États, ce qui est le cas de Sanofi ou d'autres comme Johnson & Johnson, vous pouvez certes aller en justice, mais cela devient tout de suite une bataille de moyens. On en plaisantait quand on allait au tribunal. Nous avions 6 avocats, plus 2 avocats plaidants et 2 ou 3 avoués. Sanofi, en face, ils avaient 35 avocats, plusieurs plaidants, des tas d'avoués, des juristes, etc. En Grande-Bretagne, aucun laboratoire pharmaceutique n'a été condamné depuis plus de 20 ans pour une affaire impliquant les effets secondaires d'un médicament. Ces entreprises de l'industrie pharmaceutique sont très conscientes des effets commerciaux dévastateurs d'un procès. Elles évitent au maximum d'admettre les effets néfastes de leurs médicaments ou de les retirer du marché. Elles préfèrent se battre jusqu'au bout et elles ne cèdent que si elles n'ont pas d'autre choix. Comme le procès n'a jamais eu lieu, Andy et Emma n'ont pas obtenu de réparation financière de Sanofi. Emma a fait les calculs. Au cours de sa vie, Andy devrait coûter entre 8 et 12 millions d'euros aux contribuables britanniques. La procédure, elle, n'est plus qu'un amas de documents inutiles qui s'entassent dans un coin de sa cuisine. Voilà les documents de l'action en justice. Les preuves des experts, les détails des plaintes, la défense de Sanofi. Je ne peux pas vous montrer tout ça.
je pourrais aller en prison. Nous ne pouvons pas diffuser ces informations, nous ne pouvons pas les donner aux médias, donc personne ne parle de nous. On nous a réduits au silence. Emma n'ouvrira aucun de ces cartons. Et elle ne tentera pas non plus de nouvelles procédures contre le laboratoire français. J'ai signé un document dans lequel je m'engage à ne jamais poursuivre Sanofi. Si je ne l'avais pas signé, j'aurais dû payer les frais engagés par Sanofi pour la procédure. Ce document, Emma n'a pas le droit de nous le montrer. Confidentiel lui aussi. Il a été signé par les 100 familles après l'échec de la class action. Nous nous le sommes procurés par d'autres moyens. Sanofi récupérera les coûts de procédure si une nouvelle plainte pour préjudice personnel due à l'exposition in utero à la dépakine est déposée. Sanofi réussit donc un coup de maître. Le laboratoire muselle les familles et s'offre une assurance contre toute publicité négative autour de la dépakine. L'histoire anglaise, Marine Martin la connaît bien. Elle rend souvent visite à ses militantes qui l'ont conseillée lorsqu'elle a créé son association. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. C'est elle qui vient les aider. I can kiss. Là. Gotta make sure my hand's out of my face. Je suis contente de te voir. Happy. You will. Happy, Good very. journey? Yes, yes. Very emotional Yeah. to see you again. Yeah. Because I know that all I am here for you, for all you do before. We have to work together. Nous devons travailler tous ensemble, rassembler nos forces pour continuer le combat. Nous sommes des petits poissons, à la poursuite du gros poisson. Et le gros poisson, c'est Sanofi. Pour les Anglais ligotés par l'accord signé avec Sanofi, Marine représente un nouvel espoir. C'est dramatique pour toutes ces familles, oui, c'est terrible. Seules quelques-unes d'entre elles n'ont pas signé et donc elles ont très peu de chances de réussir à s'en sortir. Donc c'est pour ça que moi, ça me met d'autant plus la pression, parce que je sais que si j'arrive à obtenir une condamnation en France, ça fera boule de neige en Europe, chez mes amis belges, suisses et anglaises, forcément. Pour avancer dans son combat et trouver les responsables de ce fiasco sanitaire, Marine doit d'abord comprendre comment, il y a 10 ans, on est passé à 2 doigts de la solution. Nous sommes en 2006. Les autorités sanitaires réagissent enfin. La notice est modifiée et pour la première fois, la dépakine est déconseillée pendant la grossesse. Un tournant majeur pour le docteur Éléphant, l'experte de l'Agence du médicament qui a pris l'initiative de ce nouvel avertissement. L'état des connaissances faisait déjà évidemment état des malformations qui étaient connues depuis fort longtemps et aussi du développement, des problèmes de développement psychomoteur et des troubles autistiques chez les enfants, puisqu'en 2006, pour nous, l'affaire était déjà bien validée. Elle s'attend alors à ce que l'agence lance l'alerte et demande aux professionnels de santé d'arrêter la dépakine chez les femmes enceintes. Car dans son jargon, déconseillé est un terme fort. Le déconseillé dans la hiérarchie des conduites à tenir que nous avions à notre disposition pour les médicaments en cours de grossesse, le déconseillé est le niveau juste avant ne plus du tout en donner. Donc c'est quand même une mesure qui normalement doit inciter à la prudence. En revanche, le message n'est pas passé auprès des médecins. Là, le travail de communication de l'agence du médicament est fondamental. Et si on ne les informe pas d'un événement important qu'ils doivent prendre en compte dans leurs prescriptions et leurs habitudes de prescription, ils ne sont pas au courant. 2006 aurait dû marquer la fin des bébés dépakine. Des milliers d'enfants vont pourtant continuer à naître avec des malformations et des troubles mentaux. En cause, selon le docteur Éléphant, l'agence du médicament, qui autorise leur mise sur le marché et surveille leurs effets secondaires. Or, l'agence, qui s'appelle alors l'AFSAPS, traverse des années sombres.
celle du scandale du Mediator. Une structure lourde, lente, peu réactive, figée dans une sorte de bureaucratie sanitaire. Dans l'affaire du Mediator, les lanceurs d'alerte dénoncent eux aussi l'inertie de l'agence, son incompétence, mais également les liaisons dangereuses avec les laboratoires. C'est pour ça que c'est un système, vous comprenez. C'est pas seulement un labo délinquant, c'est derrière ce que j'appelle le complexe médico-industriel qui est braqué contre cette affaire car elle ébranle ses liens d'intérêt et ses conflits d'intérêts majeurs. Des liens d'intérêt, on en trouve aussi dans le dossier de la Dépakine. En épluchant les dossiers des victimes, l'avocat est tombé sur une vieille connaissance. Un des protagonistes du scandale Mediator, également en service au moment de la Dépakine. C'est un médecin expert bien connu. Il y a des dossiers comme ça, assez incroyables, qui ont déjà été vus par des experts, il y a longtemps, ici en 2008, et les experts avaient conclu qu'il n'y a pas de lien entre les problèmes des enfants et la prise de Dépakine. Et dans ce dossier, on découvre que l'expert, c'est le professeur Bernard Rouvex, et on sait aujourd'hui, d'abord qu'il est mis en examen dans l'affaire du Mediator parce qu'il avait touché de l'argent des laboratoires Servier. On sait qu'il a vraisemblablement travaillé pour un grand nombre de laboratoires. Et on en vient à se dire que cette expertise-là, qui a été faite en 2008, elle n'est pas valable. Pur produit de l'excellence hospitalière, celui qui a signé cette expertise s'appelle Bernard Rouvex. Il a de nombreuses casquettes. Il y a 20 ans, ce pharmacologue réputé est nommé expert judiciaire à la Cour d'appel de Paris. Un honneur. Le grand professeur travaille aussi pour l'industrie pharmaceutique, en particulier Sanofi. Il siège enfin à l'Agence du médicament, où il valide les dossiers présentés par les laboratoires, ses employeurs donc. Échec et mat, le système est parfait. Nous avons tenté de joindre M. Rouvex. Non, madame, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas, et vous perdez votre temps. Pourquoi Parce que nous sommes, nous, les experts, les médecins, nous sommes assommés d'appels de journalistes qui déforment totalement la vérité en permanence. Justement, est-ce que vous ne voulez pas que nous nous rencontrions pour que, justement, que vous vous expliquiez ? Les victimes de l'expertise contestée habitent près de Tours. Les Maillet et leurs 2 garçons sont les tout premiers à avoir porté plainte contre Sanofi en 2008. Ils ont même eu droit à un article dans la presse locale. Ce fut le seul. On était tout petits et Sanofi a fait de nous, nous a méprisés, nous a ridiculisés, enfin, nous ont pris pour des moins que rien. Une fois établi le lien entre les troubles de leur fils et la Dépakine, les Maillet foncent. Ils vont droit dans le mur. La procédure commence par la fameuse expertise judiciaire, le 9 décembre 2008. Elle est réalisée dans un hôpital parisien par 2 professeurs de médecine désignés par un juge. L'un d'eux est Bernard Rouvex. Ils sont arrivés à l'expertise, on a discuté 5 minutes, ils ont contrôlé les enfants, chacun dans une petite salle, ça durait 10 minutes, même pas. J'ai trouvé ça très... succinct. Très succinct, très rapide, très c'est pas grave. Très y a rien. Cette expertise est cruciale pour la poursuite de la procédure, car le juge se conforme à l'avis des médecins experts dans l'immense majorité des cas. La lecture du rapport va confirmer la première impression des époux Maillet. Examen de Valentin. Les anomalies orthopédiques et d'hyperlaxité articulaire constatées par le professeur Morène en son temps ne sont plus retrouvées. Si je vous fais voir les pieds à Valentin, donc orthopédique, je ne suis pas médecin, mais orthopédique, c'est les pieds. Si je vous fais voir les pieds à Valentin, même si vous n'êtes pas médecin, je vous promets que vous allez les voir. Le retard psychomoteur des enfants est qualifié de très modéré. C'est pas nos enfants, ça, qui sont décrits, c'est pas eux, c'est pas vrai. Ou alors, effectivement, les gens qui, tous les jours, nous disent Valentin et Pierre, à l'école, il y a des soucis, il y a des retards. Valentin, il va falloir lui faire redoubler sa grande section.
Les médecins qui nous disent il faut lui faire faire de l'orthophonie, il faut lui faire faire de la psychothérapie, il faut lui faire faire de l'ergothérapie. Alors tous ces gens-là se trompent. Il a un pourcentage de handicap? Oui, oui, oui. Il est entre 50 et 80%. La conclusion de l'expertise tombe comme un coup près. Pas de lien entre la dépakine et l'état des enfants. À 17 ans, Valentin vit cloîtré dans sa chambre, excepté pour aller au lycée. En ce moment, il a le moral à 0. En classe, il n'y arrive plus. Valentin, t'as beaucoup de devoirs Oui. Trop? Ouais, quelquefois un petit peu trop à faire pour le lendemain, donc... T'as du mal avec les devoirs? Ouais. Pourquoi? Ben, parce que je suis pas très autonome, donc voilà. Sa vie sociale est quasi inexistante. Victime de moqueries, il est le souffre-douleur de sa classe. C'est pas que c'est que je pense que c'est parce que mon handicap m'empêche de me faire des amis. Et j'ai envie de leur dire s'il vous plaît, venez vers moi, venez faire un petit tour chez moi, on pourra faire tout ce que vous voulez, sauf que c'est pas possible, je sais pas organiser quoi que ce soit. L'expertise de 2008 a brisé la famille Maillet. Mais depuis qu'ils ont découvert le rôle du professeur Rouvex, ils envisagent de déposer une nouvelle plainte. D'autant que depuis, un collège de 5 généticiens vient de diagnostiquer les enfants comme victimes de la dépakine. À 71 ans, le professeur Rouvex n'est plus expert judiciaire pour cause de limite d'âge. Nous avons fait le déplacement jusqu'à lui. 9 ans après l'expertise des enfants Maillet, il maintient ses conclusions. Nous l'enregistrons à son insu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous referiez la même bien expertise? sûr, exactement. Et alors vous choisissez très mal votre exemple, parce que d'une part, nous étions des experts pour estimer qu'effectivement, la cause n'était pas, comme nous le demande toujours le juge à l'époque, strictement liée à la dépakine. Les questions, c'est pas est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié. Sur une échelle de valeurs, douteux, plausible, vraisemblable, est-ce qu'il peut y avoir un lien? Eh bien, lorsqu'on est médecin et qu'on connaît exactement tous ces problèmes de iatrogénie médicamenteuse et de malformation, on sait qu'il y a plusieurs causes, toujours plusieurs causes. Et en l'occurrence, pour ces deux-là, c'était particulièrement douteux. Dans cette expertise, vous dites aussi que les troubles des enfants sont mineurs. Tout à fait mineurs. Or, ils sont assez importants. Oui, je les ai rencontrés. Oui. Ah, vous trouvez ça important, vous? Ben, moi, je vais vous en montrer des malformations. Demandez à non, mais pas des malformations physiques, mais des troubles du comportement. L'aîné est autiste. Eh ben, écoutez, allez, je ne veux pas rentrer là-dedans, surtout avec une personne qui n'est pas de l'âge. Je ne peux pas expliquer et parler de ça. Parce que franchement, les causes d'avoir des malformations, les médicaments arrivent en dernier. Il y en a plein d'autres causes. Il ne faut pas systématiquement cibler là-dessus. Mais l'argent, les gens veulent de l'argent. Alors tout de suite, il faut de l'argent. Quant à ses collaborations avec l'industrie pharmaceutique, le pharmacologue les assume toutes. En tant que médecin expert, j'ai eu effectivement, ma spécialité, la pharmacologie, c'est les médicaments, j'ai eu effectivement plein de contacts oratoires, scientifiques avec tous les laboratoires de la Terre, mais Sanofi, rien de particulier. Après cette rencontre, son avocat nous a finalement envoyé un mail pour préciser que M. Rouvex a bien collaboré avec Sanofi, mais jamais pour les médicaments antiépileptiques. Sanofi, de son côté, confirme avoir fait appel à ses compétences exclusivement dans le domaine de l'antibiothérapie. Des échanges qualifiés de très ponctuels et sans aucun rapport avec le valproate de sodium. Le laboratoire n'a pas souhaité préciser les montants versés au professeur Rouvex. Comment aujourd'hui avoir confiance quand on est une famille victime de la dépakine? Donc on leur a déjà menti quand ils ont pris le produit. On leur a menti devant les troubles des enfants, en les informant pas que ça pouvait être en lien avec la dépakine. Les familles saisissent le juge nomme un expert et cet expert lui-même a potentiellement des liens d'intérêt. Et on l'a vu avec M. Rouvex et peut-être on le verra avec d'autres médecins. C'est insupportable. C'est insupportable et il est nécessaire, me semble-t-il, que la justice fasse très attention dans ces dossiers très sensibles à ce que les médecins qui sont nommés experts
n'ait aucun lien avec aucune des parties, ni les victimes bien sûr, ni les laboratoires, ni les agences de santé. Le combat judiciaire risque d'être long pour Marine Martin et son avocat. En attendant, dans les pharmacies, son acharnement semble avoir fini par payer. En 2015, près de 50 ans après sa mise sur le marché, les notices de la Dépakine viennent une nouvelle fois d'être modifiées. Elles signalent désormais clairement les 40% de risque de troubles graves du développement intellectuel et moteur. Mieux encore, il y aura bientôt ce pictogramme sur toutes les boîtes, compréhensible en un clin d'œil, comme sur les bouteilles d'alcool. Une avancée pour les femmes françaises. Mais qu'en est-il dans le monde ? Car Sanofi commercialise la Dépakine sur tous les continents, dans plus de 100 pays. Là, j'ai amené quelques petites boîtes, des petites boîtes de Dépakine. Oui. Dans ces pays qui n'ont pas leur Marine Martin, aucun pictogramme, aucun avertissement sur les boîtes. Alors là, j'ai une boîte espagnole, je crois. Oui. Non, j'ai une boîte irlandaise. Oui. Ça, c'est espagnol. Et là, elle vient d'Afrique du Nord, d'Algérie. Et en Algérie. Pour le directeur des affaires médicales de Sanofi, l'arrivée des avertissements sur les boîtes, c'est juste une question de temps. C'est qu'il y a un certain délai pour mettre tout ça en place. D'abord, il faut aller vers les agences, il faut leur demander « Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse faire ça ?» Oui, non. Si c'est non, on revient à la charge et on redonne des arguments pour que ce soit oui. Et à la fin, il faut le faire. Et ça, pour le faire, ça nécessite un certain délai en termes de mise en place industrielle. Donc, ce que vous me montrez là, c'est à un instant T, qu'effectivement en France... C'est cette année, c'est en 2017. Effectivement, en France, comme ça a été initié début 2016, ça commence à être mis en place. Et nous avons fait la démarche proactive, encore une fois, et pris l'initiative de l'étendre à l'ensemble des pays du monde. Le laboratoire français se sent tellement sûr de son fait que son PDG vient même d'annoncer qu'il ne craignait pas les procédures judiciaires, ni en France, ni ailleurs. J'ai vu que vous n'alliez pas faire de provision en prévision de procès, de condamnation, etc. Est-ce que vous me confirmez cette information ? Je vous confirme cette information. Est-ce que vous pensez que vous, Sanofi, vous ne serez pas condamné s'il y a des procès ? Je n'ai pas plus de commentaires à vous faire. À ce stade, on ne commande pas les procédures judiciaires en cours et je pense qu'il est effectivement très important que la justice fasse son travail pour établir les différentes responsabilités des différents acteurs. D'accord, mais donc le scandale, l'affaire Dépakine ne va pas vous poser un problème en termes de bénéfices, Je suis directeur médical, madame, je suis désolé, je ne peux pas aller plus loin dans cette discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Sanofi, droit dans ses bottes. Oh putain, j'ai fait là-dessus. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a gonflé, putain. Comme si rien ne pouvait arriver au laboratoire. Il est vrai qu'en France, c'est devenu théoriquement très compliqué de se faire prescrire de la Dépakine lorsque l'on est une femme enceinte ou en âge de procréer. Alors pourquoi le fabricant serait-il inquiet ? Car les règles sont claires. Depuis 2015, l'Agence du médicament demande aux médecins de ne plus prescrire de Dépakine aux jeunes femmes, sauf exception. C'est inscrit noir sur blanc sur le site. Une autre victoire de Marine Martin. Nous avons voulu savoir si cette information a fini par passer auprès des médecins et s'ils appliquent les nouvelles règles. Je suis épileptique. Et là, je viens vous voir parce que je suis à court, entre autres, je suis à court de Dépakine. Une journaliste de notre équipe, enceinte de 6 mois pour de vrai, et équipée d'une caméra cachée, a consulté plusieurs généralistes. Il y a eu des refus catégoriques. Vous pouvez pas me redonner de Dépakine ? Non, pas du tout, désolée. Et justement, j'ai reçu un email hier parce qu'il y a des problèmes actuellement avec la Dépakine et à la justice, il y a plein de choses. 3 médecins ont recommandé à notre fausse patiente de consulter un spécialiste. Essayez de prendre rendez-vous rapidement avec un neuro. Et 2 nous ont signé une ordonnance, mais sans donner d'informations précises sur les risques pour le fœtus. On sait que c'est pas génial par rapport au bébé, ça peut encourir un peu de risque, des choses comme ça, donc c'est pour ça qu'il faut... Après 5 consultations, nous nous sommes rendus dans 2 pharmacies. L'une d'entre elles a accepté de nous délivrer une boîte de Dépakine. Alors, 10,30 €. Malgré les recommandations aux médecins,
et les avertissements aux patients, se faire prescrire l'antiépileptique alors que l'on est enceinte reste donc possible en 2017. Il reste encore du travail pour notre lanceuse d'alerte. Ce jour-là, Marine Martin déjeune avec quelques membres de son association. Elle vient de lancer une class action contre Sanofi, la première action judiciaire de ce genre en matière de santé en France. Pour nous, l'année de naissance, c'est assez important pour effectivement de savoir combien d'enfants sont nés après 2006. Ça nous permet d'avoir des statistiques. Depuis 5 ans, la quasi-totalité de son temps est consacrée à ces familles en détresse, comme celle d'Emmanuel, de Marie-Charlotte ou de Fatima, toutes sorties du silence grâce à ses coups de gueule. Et heureusement qu'elle a été là, parce que sans elle, je serais dans la merde. Et mon couple aussi, ma famille. Pas de rien. Parce que sincèrement, je pense. Parce que sinon, je pense qu'on serait devenus. Lanceuse d'alerte, assistante sociale, lobbyiste, porte-parole. Marine Martin continue ce combat dont elle n'a jamais voulu.